As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à un tiers de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller.
Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique ? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc ? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabby. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabby. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. Combien vaudrait une pincée de sable selon toi ? Attention, sans aucun élément d'or ou de platine mélangé dedans, juste de la poussière de lune. Une vente aux enchères récente l'a vendue pour $1 demi-million, pour littéralement une pincée de ce qui se trouve sur la Lune. C'est que cette minuscule quantité de terre, apparemment précieuse, a été évaluée uniquement en fonction de son importance historique.
Cette pincée de sable lunaire collant provenait d'une petite pochette recueillie par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 en 1969. Il s'agissait d'un énorme morceau de l'histoire de l'humanité et d'un rappel physique du premier atterrissage de l'homme sur la Lune, un objet prélevé à un endroit où personne d'autre n'avait jamais pu aller. Cette vente d'un objet provenant de la Lune ouvre un tout nouveau débat sur la légalité de la possession, de l'utilisation et de la vente de ressources spatiales provenant de parties non revendiquées du système solaire. Actuellement, le monde respecte le traité sur l'espace extérieur de 1967 qui représente les fondements du droit spatial moderne. Ce traité, établi il y a très longtemps, n'avait pas prévu l'utilisation lucrative des mondes extérieurs pour exploiter les ressources. Bien que ce traité empêche quiconque de revendiquer la propriété de tout nouveau monde, la valeur potentielle de ces territoires non réclamés est inestimable. La Lune n'est pas seulement un tremplin pour l'exploration future de l'espace, à partir duquel des bases lunaires et éventuellement des villes lunaires se développeront un jour. Pour cela, les humains devront développer des plateformes d'expédition et des usines pour permettre aux transporteurs de se rendre dans de nouveaux mondes. Ce projet nécessitera de gros investissements. Les stations minières assureront l'économie d'une hypothétique ville lunaire, il y aura des infrastructures et des moyens de transport pour aller sur la Lune et en revenir. Tout cela coûtera très cher. Bien plus que le souvenir de la première fois où l'homme a marché sur la Lune. Alors, à part la poussière de Lune, qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur sur la Lune? Les ressources de la Lune ont de la valeur. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais on estime qu'on y trouve encore plus de choses que ce que l'on pensait dans le passé. On pense que le satellite naturel de la Terre est riche en fer, nickel et cobalt, parmi beaucoup d'autres. Ces minéraux fournissent le potentiel pour la construction de la cité lunaire elle-même. Comme dans l'histoire de l'humanité, les villes du monde entier sont le reflet des ressources disponibles en abondance dans leur environnement. Et il en sera de même pour la cité lunaire. Une ville grise dont les murs sont faits de métal, de poussière de fer et de béton de sable lunaire, avec de grandes fenêtres fabriquées à partir du sable, disponibles de manière illimitée. La Lune est aussi riche en silicium, un ingrédient important dans la production de panneaux solaires. Il existe du calcium qui sert à fabriquer les cellules solaires à base de silicium, ainsi que d'autres ingrédients que l'on peut trouver sur place, comme l'oxyde de titane, le fer et l'aluminium. L'océan de magma qui sommeille depuis longtemps sous la surface de la Lune contient du magnésium. Il est particulièrement présent dans la croûte inférieure et est utile à de nombreuses fins, notamment pour les alliages destinés aux voyages spatiaux. La production d'acier nécessite de nombreuses sources de carbone d'une importance cruciale pour soutenir les méga-usines et les milliers de vaisseaux qui seront construits. De nombreux matériaux rares sur la Terre servent dans tout ce qui est électrique. Leur valeur ne cesse de croître et leur production est plus importante à mesure que la technologie progresse, notamment dans les véhicules électriques et les éoliennes. Bien que les terres rares soient abondantes sur notre planète, on ne les trouve pas concentrées dans beaucoup de zones. Elles sont dispersées sur toute la Terre, ce qui rend leur localisation et leur exploitation assez coûteuses, même si elles sont de plus en plus demandées chaque année. Le processus de recherche et d'exploitation minière sur la Lune est beaucoup plus facile et constituera une source alternative importante. L'azote et le carbone sont des éléments importants pour la colonisation et l'agriculture humaine et garantissent que la Lune soit non seulement habitable, mais aussi qu'elle dispose d'un approvisionnement constant en nourriture. Nous pouvons les obtenir dans la croûte externe de la Lune, de sorte que l'agriculture est possible dans des biosphères étanches. L'extraction des métaux est un processus difficile, mais le résultat en vaut la peine, non seulement pour leur valeur, mais aussi en raison des précieux sous-produits que l'on peut obtenir au cours du processus d'extraction. Il peut s'agir d'oxygène, disponible pour l'air respiré dans la ville, et d'hydrogène, pour garantir l'eau pour les plantes et pour la boisson. Les ressources précieuses ne viendront pas seulement de la surface de la Lune. Son potentiel d'énergie solaire est si énorme qu'il permettra de récolter les ondes solaires pour alimenter la cité lunaire. Le fait qu'elle soit dépourvue d'une atmosphère épaisse et qu'il n'y ait pas d'interruption des phénomènes météorologiques élimine certains obstacles majeurs présents sur Terre. L'énergie créée pourrait suffire à tous les besoins sur la Lune et à court terme pourrait également contribuer à résoudre de nombreux problèmes d'énergie sur Terre. L'extraction des ressources et les exigences de fabrication seront toujours plus importantes à mesure que le temps passera. Au fur et à mesure que la cité lunaire se développera et que les humains iront plus loin dans l'espace, elle aura besoin de plus en plus d'énergie.
Le rendement des usines et la production sur la Lune deviendront si élaborés qu'ils auront besoin de sources alternatives en réserve. La fusion atomique sera une source d'énergie importante, sans sous-produits dangereux. Elle sera plus sûre que les technologies actuelles qui utilisent l'uranium. Pour alimenter ce type de fusion, il faut la ressource la plus précieuse de toutes celles que l'on trouve sur la Lune, l'hélium-3. Celui-ci n'est pas seulement présent sur la Lune, on le trouve aussi sur Terre, mais sa quantité est super limitée ici, en raison du puissant champ magnétique de notre planète. Ce dernier permet à la vie de se développer sur Terre, mais en même temps, il dévie les vents solaires du Soleil, ce qui rend difficile la production d'hélium-3. La Lune n'a pas de champ magnétique et absorbe les vents solaires depuis des milliards d'années, ce qui lui a permis de produire une réserve inépuisable d'hélium-3. Elle absorbe les vents dans la couche supérieure de matière solide de la Lune, connue sous le nom de régolithe. Le régolithe est réparti sur toute la Lune, ce qui rend l'extraction de l'hélium-3 encore plus précieuse. L'extraire impliquerait aussi d'extraire tous les autres minéraux précieux dans le processus. C'est en fait faire d'une pierre lunaire deux coups. La valeur de l'hélium-3 est si importante que de nombreux pays et entreprises sont déterminés à s'implanter sur la Lune. La valeur de ce seul élément se chiffre en billions de dollars. Certaines personnes pensent que les opportunités que l'hélium-3 offrira à l'humanité sont incommensurables. Il y aura une énergie illimitée qui fournira des millions d'emplois à la cité lunaire. Cette énergie répondra également aux besoins de la Terre. Seulement 25 tonnes d'hélium-3 pourraient alimenter les États-Unis pendant une année entière. Cette ressource permettra d'alimenter toute la Terre durant des milliers d'années et de disposer de suffisamment d'énergie pour guider les humains plus loin dans l'espace. Elle permettra de construire des ports spatiaux autour de la Terre et d'effectuer un voyage plus efficace de la Terre vers l'orbite. À partir de là, les personnes seront transférées dans des navettes destinées à d'autres endroits du système solaire. La durée des vols spatiaux sera considérablement réduite, ce qui permettra de réaliser des vols plus fréquents vers Mars. D'autres ports seront érigés autour de son orbite, permettant à de nouvelles colonies de résider à sa surface. Les colonies minières, qui bénéficieront d'une énergie inépuisable, s'étendront sur toute la planète rouge, dont le sol rouge recèle de précieuses ressources. Ce nouvel âge de la colonisation dans le système solaire provoquera un effet domino, car il continuera à aller de l'avant, progressant avec chaque génération de vaisseaux développés. Les voyages deviendront de plus en plus efficaces, car l'hélium-3 contribuera à faire progresser la technologie des vaisseaux spatiaux. Des avant-postes de toutes sortes se développeront sur les lunes de Jupiter et de Saturne, que ce soit pour rechercher une éventuelle possibilité de vie sur Europe ou Encelade, un de ses satellites naturels, ou pour continuer la production de ressources précieuses à chaque endroit. La Lune continuera à trouver des moyens de fournir l'énergie nécessaire à la terraformation de nouveaux mondes. Elle contribuera au réchauffement de Mars et à l'alimentation d'un champ magnétique artificiel. Cela contribuera aussi à la construction d'un grand réflecteur qui sera capable de refroidir Vénus. Tous ces éléments serviront de base à la création d'autres lieux habitables pour les générations futures d'humains. Tout cela grâce à cette source initiale d'énergie provenant de la Lune. Il est difficile de donner un prix global à la Lune, même si l'on sait que l'exploitation de ces ressources a une valeur. La vraie valeur de la poussière de Lune ne peut pas être déterminée par un chiffre monétaire, mais par son potentiel d'influence sur ce que les humains peuvent créer à mesure que nous progresserons en tant qu'espèce. La chose la plus chère de l'univers, ouais, génial, s'appelle l'antimatière. Son existence a été théorisée pour la première fois en 1930, quand l'électron a été découvert. Des scientifiques se sont alors dit que son contraire devait également exister. Et ils ont appelé cette particule hypothétique le positron. Plus tard, on prouva l'existence des antipodes d'autres particules élémentaires, les protons et les neutrons. Les poltrons sont arrivés un peu plus tard. Lorsqu'une particule et son jumeau maléfique entrent en collision, ils disparaissent, libérant des tonnes d'énergie, 10 000 fois plus que ce que ne le fait une réaction nucléaire. Mais il y a un hic. Il faut environ 100 milliards d'années pour créer seulement 1 gramme d'antimatière, et on ne peut la créer qu'en utilisant le gros collisionneur de hadrons. C'est pourquoi 1 gramme de cette substance coûte environ 62 billions de dollars, et nous ne sommes pas encore prêts d'en obtenir autant. Au cours de toute l'histoire de l'observation spatiale, seuls 2 objets provenant d'un autre système stellaire ou peut-être même d'une autre galaxie sont entrés dans notre système solaire. Le premier était l'astéroïde Oumuamua, découvert en 2017. Le second était Borisov,
une comète découverte en août 2019. Le nuage de poussière qui l'entoure permet aux scientifiques d'en savoir plus sur les substances qui pourraient nous venir d'une autre galaxie. Une étoile peu ordinaire en forme de goutte d'eau a été découverte. Elle possède presque 2 fois la masse du Soleil et ressemble à une grosse goutte de lave, à cause de l'étoile naine qui se trouve près d'elle. Cette petite voisine attire son énergie et déforme sa surface. Les trous noirs peuvent aussi faire cela. À quelques 215 millions d'années-lumière de nous, une étoile a été spaghettifiée par la gravité d'un trou noir situé à proximité. Les astronomes sur Terre ont dû utiliser des dizaines de télescopes pour enregistrer l'événement. Ce qu'ils ont vu, c'est un trou noir engloutissant une étoile en l'étirant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un mince rayon de matière. Pendant qu'il mangeait, le trou éjectait des milliards de tonnes de matière stellaire dans l'espace. Mais à environ 250 millions d'années-lumière de chez nous, a eu lieu un événement miraculeux. En 2020, une géante rouge s'est approchée de trop près d'un trou noir massif, 400 000 fois plus lourd que le Soleil, et s'est retrouvée prise dans son champ gravitationnel. Normalement, cela signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. Une fois qu'un trou noir a attrapé quelque chose, il ne le lâchera plus. Mais dans le cas qui nous occupe, l'étoile a réussi à s'échapper. Ses couches externes ont été en grande partie englouties par la bête noire affamée, ne lui laissant que son noyau en fusion, une naine blanche. Mais profitant de cette perte de masse, elle s'est arrachée à l'attraction du trou noir et a commencé à tourner autour de lui sur une orbite croissante. Les scientifiques sont cependant certains que cette naine blanche sera prisonnière à jamais du trou noir car celui-ci continue de grignoter sa surface, bien qu'elle s'éloigne toujours plus. À la fin, l'étoile se refroidira et deviendra une planète semblable à Jupiter. Mais cela ne se produira peut-être que dans 1 trillion d'années. Moi, je ne serai plus là. Soit dans un temps dépassant largement celui parcouru par l'univers jusqu'à présent. Il a été prouvé qu'une planète peut orbiter autour d'un trou noir comme elle le ferait autour d'une étoile. L'énergie du trou alimenterait alors cette planète. Mais pour survivre dans de telles conditions et ne pas être aspirée dans l'horizon des événements, la planète devra orbiter très rapidement, à une vitesse proche de celle de la lumière, et le trou noir lui-même devra tourner à la même vitesse. Je ne peux qu'imaginer le genre de vie qu'on mènerait sur une telle planète. Rapide ? Les tremblements de terre sur la Lune, ou devrais-je dire les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils se produisent, ils le font plus près du centre de notre satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme tectoniquement inactive. Mais des observations plus récentes ont montré qu'il s'y produit bien quelques séismes de faible intensité de temps en temps. Tu ne pourrais probablement pas les ressentir si tu te trouvais à la surface de Mars, mais cela signifie que, sous ces paysages rouges et poussiéreux, des événements géologiques continuent d'avoir lieu. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, des scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, où il pleut du fer. Cette planète est très proche de son Soleil et a toujours son même côté tourné vers lui. On parle alors de verrouillage gravitationnel. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'y évaporent. L'autre moitié de la planète est assez froide pour que les métaux se condensent à nouveau et y tombent sous forme de pluie. Et puisqu'on parle de verrouillage gravitationnel, c'est aussi la situation de la Lune. Notre satellite n'a pas vraiment un côté sombre, il est simplement toujours tourné vers nous d'un même côté. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous considérons comme la face sombre s'illumine. Mais nous ne pouvons juste pas la voir de notre planète. Et voilà. Il s'avère qu'il y a beaucoup de planètes dans l'univers et même dans la Voie lactée sur lesquelles se trouve de l'eau liquide ou gelée. La plus proche fait même partie de notre système solaire, c'est Europe, l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que, sous sa surface gelée, se trouve un véritable océan. Mais il est encore trop tôt pour espérer trouver de la vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'une des nombreuses choses qui doivent être présentées pour que la vie commence à se développer. En fait, il y a un endroit à des millions d'années-lumière où l'on trouve un nuage spatial entièrement constitué d'eau. Il y en a tellement qu'on pourrait remplir nos océans 140 billions de fois avec. Un peu plus que ce dont nous avons besoin. L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement d'importants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous avons eu la possibilité d'exister. Mais dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique et dans certaines conditions, elle pourrait donner tellement d'eau que cela suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont réalisé une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par des études ultérieures, ça pourrait signifier que le pétrole lui-même est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il provient aussi en partie de l'espace. Et pourtant, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule Voie lactée.
Des données récentes ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 pourrait avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Mais il ne peut pas s'agir de n'importe quelle planète. Il lui faut un noyau et une surface faite de roches, et sa taille doit être proche de celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de voir des créatures vivantes se développer à sa surface, tout au moins des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins d'une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant aussi que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Certaines d'entre elles doivent même être très proches de notre machine ronde. Jusqu'à récemment, nous pensions que notre galaxie ressemblait à une spirale circulaire. Mais des recherches récentes ont montré qu'elle ressemblait davantage à une chips Pringles. Des scientifiques ont mesuré les distances entre le Soleil et les autres étoiles et ont créé une carte en 3 dimensions de la Voie lactée à partir de ces données. Il s'est avéré que notre galaxie est légèrement incurvée sur les bords et qu'elle a une forme en S. Et écoute ça! Si nous nous tenons debout, c'est peut-être à cause des explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a été projetée des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère terrestre, qui se sont ensuite transformées en orages. Ceux-ci ont à leur tour provoqué des incendies de forêt dans le nord-est de l'Afrique où vivaient nos ancêtres. Ces incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Elle s'est produite dans l'amas d'Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, ce serait comme de déclencher 20 milliards de milliards, soit 18 zéros, de mégatonnes d'explosion de TNT tous les millièmes de seconde pendant 240 millions d'années. Je n'ai pas fait le calcul moi-même, je n'ai jamais été très bon en maths. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur notre planète ? Qui pourrait l'oublier ? Il est possible qu'un autre spectacle cosmique se soit mal terminé pour au moins 75% de la vie sur Terre dans le passé. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite à environ 65 années-lumière de nous, et les rayons cosmiques envoyés par celle-ci ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. Si elle avait été plus proche, toute la vie aurait pu facilement disparaître. En ce moment, la plus grande menace pour nous vient de Betelgeuse. Pas le film. Une étoile géante à environ 600 années-lumière de nous. Si elle se transforme en supernova, nous la verrons à l'œil nu, même pendant la journée.